Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la nouvelle série de podcasts Dans la tête du dirigeant. Dans cette série, je vous propose de plonger ensemble dans la tête des dirigeants pour comprendre comment des leaders parlent de leur métier de dirigeant, comment on le devient, comment on surmonte les défis de ce rôle exigeant et surtout, comment on peut prendre plaisir à diriger et inspirer. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce premier épisode donc Nathalie Auger. Bonjour Nathalie. Bonjour Antoine. Nathalie est la dirigeante de Auger Microtechnique, une entreprise industrielle située en Franche-Comté que j'ai le plaisir d'accompagner depuis de nombreuses années. Alors peut-être première question, est-ce que tu peux nous décrire ton groupe ? Donc Auger Microtechnique Group, c'est un groupe familial qui a fêté ses 90 ans cette année, qui vient du ressort de l'horlogerie, puisque la terre comtoise est une terre historiquement horlogère. On a fait du ressort de montre jusque dans les années 60. On avait à l'époque 20% du marché mondial avec des ressorts brevetés. Mais déjà une anticipation de ce qu'allait se passer derrière qui fait qu'il y a eu des chemins de diversification dès les années 50. Et lors de la crise horlogère, on s'est reconstruit autour des métiers de l'horlogerie, à partir des compétences des métiers de l'horlogerie, et des compétences qui sont très particulières, qui fait de nous, dans nos métiers, j'en parlerai juste après, des spécialistes du métal, des spécialistes du formage, des spécialistes des process. Et donc aujourd'hui, on accompagne nos clients sur l'accouchement de leurs produits pour les rendre les plus facilement produisibles possibles. Et donc on fait des pièces découpées métalliques sur presse, sur coulisseau. On produit les process, on conçoit et on produit les process, outils et moules. Et puis on est venu enrichir nos savoir-faire avec beaucoup de technologies, dont principalement le surmoulage, qui nous permet de faire des produits plus complexes, plus complets, avec plus de valeur ajoutée. Et tu peux nous donner quelques chiffres sur l'entreprise ? Alors, on est autour aujourd'hui d'environ 50 millions de chiffre d'affaires, environ 400 personnes. On est installé, notre pièce historique, notre territoire, c'est Besançon. Et donc, on est juste à côté de Besançon, principalement. Et puis, on a une entreprise en Tunisie depuis un peu plus de 20 ans. Et on a fait une JV en Roumanie avec un autre industriel français en 2014. Et alors, décris-nous ton parcours de dirigeante. Comment on devient dirigeante d'un groupe comme le tien ? À 13 ans, j'ai su que c'était à moi de reprendre l'entreprise, sauf que pour moi, à l'époque, c'était en classe de latin, on me racontait l'épée de Damoclès. Et donc, pour moi, c'était mon épée de Damoclès, c'était reprendre l'entreprise. Donc, ce qui fait que j'ai à la fois été attiré par l'industrie, parce que franchement, c'est ça qui me parle, dans sa capacité à créer de la valeur, rassembler les gens, à faire du concret. Et en même temps, je n'avais pas forcément envie, en tout cas intellectuellement, d'aller dans l'entreprise familiale. Et donc, j'ai fait un parcours qui m'y a préparé en faisant une école de commerce qui était orientée industrie, parce que c'était Grenoble, en faisant tous mes stages dans l'industrie, en faisant mon premier job dans l'industrie, tout en espérant ne pas reprendre l'entreprise. Voilà. Et puis, ça s'est construit petit à petit. Et en fait, j'ai rejoint l'entreprise familiale en 1994 comme salarié en logistique, au départ très transversal, puisqu'on était 90. Donc, je faisais du contrôle de gestion, je faisais de la logistique, je faisais un peu de l'accompagnement aussi à des intérimaires, etc. L'entreprise a grandi très fort et à un moment donné, je me retrouvais plus dans cette entreprise-là. Donc, j'ai décidé d'être thérapeute énergétique. Je me suis formée et je suis allée voir un coach. Un premier coach. Voilà. Et c'était pour m'installer en tant qu'énergéticienne. Sauf qu'il semblerait que je suis arrivée avec cette question, est-ce que c'est à moi de reprendre l'entreprise ? Et effectivement, j'ai cheminé notamment avec lui pour faire émerger finalement cette envie. Qui, au niveau de la tête, s'est construit sur les entreprises familiales. Leur engagement est quand même très important sur un territoire. Si je ne le fais pas, qui le fait ? Puisque moi, je voyais l'industrie s'échapper de France. Est-ce que j'en ai envie ? Oui. Et après, il a fallu que je trouve du sens à cette envie. Et c'est là, pour moi, ça va au-delà de la tête. C'est devenu, au départ, un mantra qui était guérir l'énergie de l'entreprise par la créativité. J'ai démarré comme ça, en fait. Et alors, est-ce que le mantra de départ porte toujours l'entreprise ou est-ce que, finalement, il y a des étapes ? Alors moi, ce mantra, il m'a porté longtemps. Et il y a 2 ou 3 ans, il était plus suffisant. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a travaillé tous les deux. Oui. En essayant de faire émerger à l'intérieur de moi ce qui avait sens maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un mantra. Par contre, j'ai besoin de vérifier en permanence la justesse de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise et en moi à travers la prise de recul qui peut effectivement passer par le coaching et pas que, mais aussi par le coaching. Une des caractéristiques de ton groupe, c'est le collectif. Tu as une vision de ton entreprise qui n'est pas seulement tournée vers l'économique, mais qui est tournée vers en fait le collectif des personnes qui travaillent dans ce groupe.
ou avec ce groupe. C'est presque une philosophie ou un parti pris économique et du rôle de l'entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça ? Est-ce que c'est l'entreprise en tant qu'entité en mesure de créer de la valeur qui sert un collectif, ou est-ce que c'est le collectif qui sert l'entreprise ? C'est l'un avec l'autre, et il me semble qu'aujourd'hui, en dehors du goût que je peux avoir et du besoin que j'ai de travailler dans ce collectif, dans un mode collectif, je pense que c'est la réponse qu'on peut avoir au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Alors certains diraient VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, mais moi j'ai été très frappé par... je ne regarde pas souvent les débats au Sénat, mais je l'ai fait une fois, et c'était sur la santé mentale. Et santé mentale à travers l'éco-anxiété. La réponse a été que ce qui était le plus efficace à proposer aux gens quand ils étaient dans cet enfermement, c'est de contribuer collectivement. Et du coup, je pense que c'est la réponse pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent porté, on laisse émerger, on contribue à un collectif qui lui-même contribue, ben ça donne une force, une énergie, une envie, de la joie, parce que voilà, le défi pour moi, c'est aussi de traverser ces peurs, ces colères, ces tristesses qui moi, viennent me percuter très souvent, mais avec la joie en filigrane. Et ça passe par le collectif. Je ne vois pas d'autre chemin aujourd'hui que le collectif, et j'en veux pour preuve, pour démonstration presque, que ce chemin qu'on a commencé à proposer dans Territoire d'Industrie, il génère déjà de la joie pour ceux qui nous ont rejoints, avec un enthousiasme que j'attendais même pas, et qui est là déjà. Tu t'es beaucoup centré au début sur l'interne et sur le développement collectif de l'entreprise. Depuis quelques années, tu commences à être beaucoup vers l'extérieur. Tu as pris des engagements dans la Convention entreprise pour le climat. Tu as pris des engagements dans Territoire d'Industrie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mouvement qui se tourne de plus en plus vers le territoire, vers l'extérieur, et aussi vers la responsabilité extérieure de l'entreprise ? On ne peut pas isoler une entreprise de son territoire. Et une dirigeante, un dirigeant doit éviter l'isolement également. Donc le besoin d'aller prendre déjà au départ de l'air à l'extérieur pour se nourrir et nourrir son entreprise de ce qui traverse la société, de ce qui traverse l'économie, de ce qui s'offre aussi aux entreprises, parce que là c'est très complexe, toutes les institutions qui sont autour des entreprises, c'est très nécessaire. Avant de m'engager pour l'entreprise, pour la Convention des entreprises pour le climat en étant ambassadrice sur le Doubs, c'était d'abord la chance de participer en tant qu'entreprise à un collectif extrêmement inspirant qui permettait d'aller au-delà de la réflexion classique de qu'est-ce que je fais pour l'environnement. Et du coup, cette expérience-là, elle est tellement porteuse, elle nous amène tellement à réfléchir et à oser, surtout encore plus que réfléchir, parce que la réflexion, elle était déjà un peu là, sur un nouveau modèle d'affaires, que cette réflexion-là, si on n'est pas dans un collectif, on se sent extrêmement isolé face à nos interlocuteurs habituels, business as usual. Et donc, pour moi, avoir des copains qui veulent contribuer à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de travailler et de contribuer, c'est presque aussi essentiel que de respirer. Et du coup, ça m'amène forcément, avec également un coup personnel, à créer des liens avec l'extérieur. Et en plus, moi, j'ai besoin de vivre ce qui fait sens pour moi. Et donc, quand on m'a proposé Territoire d'Industrie, où il y avait déjà deux mots qui me plaisaient, territoire et industrie, c'est d'aller voir déjà si ça avait du sens pour moi et quel sens, moi, personnellement, je pouvais y apporter, sachant que c'est une coopération entre élus et industriels. Donc déjà, c'est quand même assez marrant. Assez challengeant. Et du coup, je pense que moi, ces actions-là, elles apportent à mon entreprise autant que moi, je peux contribuer ou faire contribuer mon entreprise à ces actions-là. Après, ça demande un ajustement sur lequel on a travaillé, toi et moi, de comment on vit l'interne, avec lequel je prends forcément un peu de recul, en conservant
l'état d'esprit de l'entreprise tout en laissant s'épanouir des délégations, des responsabilités, des autonomies de décision et d'action. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très impliquée et d'avoir un directeur général qui, je pense, saura amener ce que moi, je ne sais pas y amener. Et donc, en final, ça fait du bien à mon entreprise que j'aille voir ailleurs. Et alors aujourd'hui, comment tu exprimerais ton rôle de dirigeante ? Alors, mon rôle, c'est 1, d'inspirer, 2, d'être gardienne du sens, des valeurs, de la stratégie, de prendre soin aussi. Je fais un peu c'est peut-être parce que je suis une femme, mais un peu le rapprochement avec un rôle de mère, c'est-à-dire une bienveillance exigeante et une vigilance. Voilà, prendre soin. C'est difficile d'être une femme dirigeante ? Alors ça, c'est marrant parce que, en fait, c'est une vraie réflexion pour moi, mais pas depuis très longtemps. Parce que féministe depuis l'âge de 11 ans, je revendique. À un moment donné, je me suis dit, pas d'intérêt, pas efficace d'être féministe en termes de parole, en termes d'essayer de convaincre, etc. Sois témoin de ce qui est possible de faire. Et donc, je me suis dit, OK, vas-y. Et en même temps, je suis très concernée, très inspirée par les féministes actuelles qui m'ouvrent les yeux sur un certain nombre de choses, et notamment des contraintes qu'en tant que femme, qu'on soit dirigeante ou autre, on subit de manière systématique et systémique que moi, j'avais mis de côté. Et du coup, je vois de mieux en mieux ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu est vraiment, effectivement, puissant. Dans le vocabulaire, dans le positionnement, dans la manière dont même moi, je me présente au monde, parce que j'ai engrammé en moi-même tous les codes anciens, et dans la manière aussi où je peux accompagner des collaboratrices, peut-être différemment de collaborateurs. Et c'est quelque chose qui est à détricoter, qui demande une conscience très très fine, qui est à la fois très perturbant pour moi et en même temps salvateur. Parce que c'est perturbant, parce que je découvre des choses que sur lesquelles je n'avais pas mis de lumière. Et donc ça peut me perturber. Et en même temps, je découvre des explications et des chemins nouveaux par rapport à ce dont j'avais conscience il y a encore 3 ou 4 ans. Et il y a un enjeu, mais clairement, mais il y a un enjeu tout le temps. Dans qui va prendre les notes, je prends conscience de la manière, dans une réunion, où les femmes sont effectivement plus coupées dans leurs paroles que les hommes. Ça, c'est clair et net. Jusque-là, je le supportais. Aujourd'hui, j'ai du mal à le supporter. Ça peut me rendre, d'ailleurs, un peu dur. Oui, c'est très pénible, en fait. Il y a quelque chose qui évolue sur ce plan-là ? Alors, je trouve que c'est difficile de parler avec les hommes de ça, parce qu'ils se sentent très rapidement, en fait, attaqués. Et c'est un grand plaisir quand j'en rencontre qui écoutent ce cheminement que j'ai, moi, et de ce dont je prends conscience. Tu fais partie de ces gens-là. Dans le travail de coaching, c'est aussi ça qui était très agréable avec toi, en fait. Parce que je pouvais t'interpeller là-dessus sans que tu te sentes déstabilisé. Oui, ça change, mais ça reste quelque chose de très, 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 très délicat. Qu'est-ce que tu dirais du travail de coaching qu'on a eu la chance de faire ensemble, enfin pour moi en tout cas, la chance. Qu'est-ce que ça... Au-delà des factures. Quelle valeur ça a eu pour toi? Alors, dans ton accompagnement, qui était très différent des coachs que j'ai pu fréquenter jusque-là, déjà, tu es un dirigeant. Donc, tu as une posture de dirigeant. Moi, j'ai travaillé jusque-là avec des coachs qui n'étaient pas dirigeants et en plus, c'était dirigeants dans l'industrie. Donc, ça amène à une forme d'échange qui est plus de l'ordre du dialogue et plus dans une position coachant. Il n'y avait pas Pour moi, ce n'était pas du sachant. Le sachant est celui qui est apprenant. On était dans une co-construction permanente avec une bienveillance que je reconnais chez toi qui est assez... qui est incroyable, en fait, qui est puissante. Et je dirais même un encouragement, un regard porteur, qui, moi, m'a permis d'élaborer librement, dans un effet d'écoute de miroir, les pensées qui n'étaient pas encore les miennes, d'ailleurs. En fait, ça laissait émerger les pensées, ça me laissait émerger des possibilités, tout en supportant de ta part parfois des mises en vulnérabilité. Quand tu es venu me chercher sur des questionnements que des fois, ça ne me plaisait pas du tout, mais qui, en même temps, dans le cadre de confiance, m'ont permis, moi, de dire « Ok, là, ce que tu dis, ça me va pas, j'accepte, j'accueille et
Je choisis ce qui est OK pour moi. Ce regard-là, ce dialogue-là, il me permet une prise de conscience et un effet miroir, vraiment l'effet miroir que je ne peux avoir nulle part ailleurs. Puisque dans un coaching, notamment quand on est sur une durée relativement longue, il y a aussi une connaissance de l'entreprise, une connaissance du fonctionnement qui permet une compréhension totale des enjeux et de ce qui est en jeu également pour moi, qui fait que je ne peux pas l'avoir avec quelqu'un de l'extérieur, même des amis très proches. Et je ne peux pas l'avoir non plus en interne, puisque en interne, il y a toujours, malgré des relations très proches, de proximité, de complicité que j'ai avec certains collaborateurs, il y a un effet dirigeant-dirigé. C'est un lieu, vraiment un lieu pour toi, en fait. C'est une bulle. Alors, comment ça a été pour toi, cette expérience de coaching, d'ailleurs ? Alors écoute, pour moi, ça a été une expérience vraiment très passionnante. Ce qui m'a touché, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que cet accompagnement était sur un plan très global. On n'était pas uniquement sur la technique du dirigeant, sur le métier, sur les sujets business. On était vraiment dans l'idée d'un parcours et je pense dans une recherche d'accomplissement, en fait, pour toi comme pour l'entreprise. J'ai trouvé qu'il y avait du coup un enjeu plus existentiel qui, sur le plan coaching, était vraiment passionnant et intéressant et auquel je crois profondément parce que je pense qu'un dirigeant aligné, c'est une globalité. On ne peut pas séparer la personne et le métier. Tu as ouvert cette possibilité de travailler vraiment sur un plan global de la personne et du métier. Carrément. Et je pense que garder cet équilibre n'est pas qu'un enjeu personnel, c'est un enjeu aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand je perds l'équilibre, l'impact, il est immédiat sur l'entreprise, puisqu'il est immédiat déjà avec les gens que je côtoie au quotidien, qui eux-mêmes répercutent. En tant que dirigeant d'entreprise, on est très observé. La première fois dont j'ai pris conscience de ce phénomène, c'était il y a un paquet d'années quand même, et un collaborateur vient me voir et me dit « Mais Nathalie, vous n'aviez pas l'air de bonne humeur hier. Est-ce que l'entreprise va bien ?» Et là, alors moi, ça a été un choc. Je me suis dit « Waouh, observer à ce point-là, c'était pas un collaborateur proche. En fait, il m'avait observé dans les couloirs, je ne sais plus à quelle occasion. » Et effectivement, chaque mot, chaque geste peut être interprété. Si moi, par exemple, je suis plutôt souriante et de bonne humeur, dès que je ne le suis plus, il y a des questionnements qui arrivent, mais des questionnements de toutes sortes. Je pense aussi, tu parlais tout à l'heure d'être femme dirigeante, qu'est-ce que ça change ? À cet endroit-là aussi, il y a un impact supplémentaire, parce que une femme qui s'énerve, ou simplement qui dit qu'elle n'est pas contente, on lui retourne tout de suite de l'agressivité. L'idée d'agressivité, l'idée de... Alors, chercher un mot, je veux dire celui qui vient, même s'il n'est pas super, pétage de durite, alors que juste, je dis non, là, ça ne me va pas. Et donc, l'alignement personnel est un vrai enjeu pour son bien-être personnel, mais également pour le bien-être de l'entreprise, pour la réussite d'une relation avec un client, pour la réussite d'une relation avec un collaborateur. Dans tous les cas, en fait, c'est très important. Quand on est comme toi, dirigeante et actionnaire, on a beaucoup de pouvoir. Quel est ton rapport au pouvoir ? Comment tu gères ça ? Le lien avec le pouvoir était quelque chose qui me faisait peur, autant que la peur de la solitude quand, au départ, je ne voulais pas être dirigeant d'entreprise. Il y avait aussi la peur de la visibilité. Donc, c'est des sujets qui m'ont amené à réfléchir et à poser mes propres actions. Et dans cette peur du pouvoir et de là où ça pouvait m'emmener, dans l'abus vis-à-vis des gens, dans la liberté totale de prendre des décisions, même les plus débiles, j'ai d'abord parlé de garde-folles. Donc en fait, j'ai cherché à avoir autour de moi des garde-folles. C'est une des choses qui m'a amené à parier sur le collectif. C'est une des choses qui m'a amené à mettre en place des endroits d'échange profonds, plus authentiques possible, avec certains collaborateurs. Pour moi, aujourd'hui, je vais remplacer cette peur du pouvoir par le souhait d'incarner ma propre puissance, qui me protège, je trouve, de l'envie de pouvoir. M'incarner ma propre puissance. Je garde la formule. Qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant aujourd'hui qui hésite à se faire coacher ? Ça peut être par exemple d'essayer, parce que finalement, on n'est pas obligé de s'engager sur 50 coachings pour commencer.
Je dirais également d'être très attentive, en revanche, avec qui il démarre du coaching, de rester vigilant sur avec qui il s'engagerait éventuellement, où elle s'engagerait de travailler, que tous les coachings ne prennent pas le même chemin, n'ont pas le même objectif. Donc, il faut déjà faire un travail personnel sur quelle est mon intention quand je vais faire appel au coaching. Ça peut être quelque chose de très pragmatique, opérationnel. Ça peut être sur une stratégie commerciale, ça peut être sur une stratégie personnelle. C'est quelque chose qui a été essentiel dans ma capacité à continuer à accompagner cette entreprise. Qu'est-ce que tu te souhaites en tant que dirigeante? Je vais le dire comme ça, très franchement, de prendre mon pied. Moi, j'ai envie de... En fait, je peux, moi, personnellement, vivre ce métier que si il me nourrit, c'est-à-dire, en fait, si il a du sens pour moi, et si ça a du sens pour ce métier, donc la fonction que j'occupe, que je sois là. J'ai besoin que c'est du sens, voilà. J'ai besoin que c'est du sens, j'ai besoin que ça soit en cohérence avec ce qui est important pour moi. J'ai besoin d'y trouver de la joie. J'ai besoin... Alors, d'explorer, il me semble inhérent au métier de dirigeant. Si tu explores pas, voilà. J'ai besoin de défis, mais là, pour le coup, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut. J'ai besoin de me sentir énergisé par ce métier. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un échange vraiment très inspirant pour moi. Merci d'être prêté au jeu des questions et réponses. Merci de me l'avoir proposé, Antoine. Je sais que c'est notre galop d'essai à tous les deux. Exactement. Et merci à toutes et à tous. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de notre podcast Dans la tête des dirigeants. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt.